Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Aujourd'hui on va parler de la suite de l'événement Final Fantasy XIV avec le nouveau combat contre Garuda. Donc comme d'habitude désormais, un combat version trial à 40 d'endurance à faire une fois pour récupérer diverses récompenses. Donc ce coup-ci est bien l'habituel Trust Moogle 5% à récupérer en finissant l'affrontement. 10 000 points à utiliser dans la bannière gratuite si on n'utilise pas le moindre objet durant le combat. En lançant une invocation, on récupère 2 tickets gratuits. Et enfin, si on valide le combat avec une équipe de 5 personnages ou moins, on récupère un accessoire, une petite peluche mignonne de Garuda qui donne 30 points de défense magique, 30% de résistance au vent et une immunité à la confusion. Donc, pour ce combat, je suis un petit peu embêté, je dois bien vous dire, parce que... Bon, en fait, j'aurais bien aimé le faire en mode total free-to-play, avec des persos accessibles. Le souci étant que le boss est construit de telle manière qui ne permet pas de prendre correctement son temps. Même si on a un groupe qui est solide défensivement, il faut lui faire mal assez vite durant la première moitié du combat, sous peine de purement et simplement perdre la partie. Donc on va en parler lorsqu'on lancera l'affrontement. Mais voilà, alors on peut quand même se débrouiller, je pense, avec certains personnages si on fait de bons combos, enfin de longues chaînes et mettre un gros hit à la fin. Mais bon, globalement, là je dois vous avouer que ça m'a donné pas plus envie que ça de chercher à tout prix une composition plus accessible. Donc pour une fois, ce qu'on va faire, je vais y aller avec le groupe le plus énervé que j'ai en stock, et même deux groupes différents. On va d'abord faire une composition plutôt orientée physique, et ensuite on refera un autre affrontement contre Garuda avec une composition magique pour voir un peu la différence, et vous pourrez vous faire votre propre avis. Est-ce que vous préférez côté physique ou côté magique? Donc là pour la composition physique, eh ben... on va prendre deux Aileen, hein, qui constitue l'une des plus grosses bourrines du jeu, accompagné de Baltier pour aider un petit peu aux dégâts en plus, et les trois autres personnages qui ne bougeront pas de l'une des... enfin des deux formations, donc Warrior of Light pour le tanking, mais plus pour là pour le debuff que réellement pour le tanking à vrai dire, Rem au cas où, même si les soins n'ont pas être trop un problème durant cet affrontement, et enfin Lunella que j'ai fraîchement acquis pour buffer avec son chant. Donc on va quand même faire un petit tour des personnages. Bon là, pour le coup, ils sont vraiment pas en mode free-to-play. Enfin, non, ça va encore pour Warrior of Light, mais il y a quand même un setup assez fort, hein, donc un bâton qu'on récupère sur un trial boss, un bouclier sur un autre trial boss, ce bâton là qui donne entre autres dual weight magic et une forte stat de défense magique, ce bouclier qui offre au passage 30% de résistance au vent. D'ailleurs j'ai pas mis golem sur Warrior of Light pour éviter d'avoir une faiblesse au vent, même si bon, en ayant 20 ou 30% de faiblesse au vent, je pense pas que ça changerait grand chose. Après bon, au niveau de ses équipements, celui-là il est assez connu, hein, se casse sur un ancien trial boss. Cette armure qui donne bon un petit peu de résistance élémentaire, pour le coup ça servira à rien. Un accessoire qui augmente les points de vie et qui surtout immunise à la paralysie, parce que ce boss peut paralyser, même si bon, avec Rem ça ne posera pas non plus de problème. Le petit nez de clown pour attirer davantage l'aggro sur lui. La Materia Curaja, même si elle ne servira pas à grand chose, plus de points de vie globalement, et cette TM de l'opératrice de la bannière Nier Automata, pour avoir un contre de soins, ce qui est toujours génial avec Warrior of Light. Ensuite, Rem... Ah tiens, elle n'avait pas de... de chapeau, on va lui équiper bah ça voilà, tiens hop. Donc elle, bah niveau dague, voilà, rien de très très spécial, hein. Sa dague, la dague de son event, la dague de Final Fantasy XV Kingsglaive pour lui donner un peu plus de défense magique et de points de vie, et de points de magie pardon, ouais c'est ça, c'est 20% de points de magie. Une récompense de la petite fénule de la bannière des Veritas, la récompense de confiance d'Alma, la récompense de confiance de Kefka, le ruban qui immunise à toutes les altérations d'état.
La récompense de confiance de 9S que l'on pouvait facilement farmer et qui est un accessoire qui offre diverses capacités supplémentaires et on utilisera principalement celle qui permet de mitiger les dégâts reçus pour tout le groupe. Ensuite différents boosts de HP, de MP, d'attaque magique, rien de très spécial. Aileen, on n'est pas loin du setup le plus énervé que l'on peut avoir avec le personnage, donc sa propre récompense de confiance, la récompense du trial boss, le fameux point, accompagné de la champion belt pour avoir un bon bonus d'attaque, un autre accessoire qui donne 20% d'attaque physique, un casque qui était... c'était durant l'event d'Aileen, il me semble, ouais. Le torse d'Hunter Laswell, voilà, qui donne un petit peu d'attaque physique. En matéria, une ambidextrie, la récompense de confiance du Veritas de Terre qui donne 40% d'attaque supplémentaire lorsqu'on est équipé d'une armure lourde. Le Knuckle Mastery qu'on récupérait sur le même trial boss que le point à 145 d'attaque, et la récompense de confiance de Duke, 30% d'attaque physique lorsqu'on est équipé d'une lance, 30% d'attaque physique lorsqu'on est équipé d'un casque lourd. C'est pour ça que je lui ai mis un casque d'ailleurs. En fait c'est simple, pour avoir le meilleur setup, on va dire, il faudrait juste mettre une deuxième champion belt ici. Il faudrait mettre la récompense de confiance de Prish, qui est un chapeau qui donne 45 d'attaque physique. Donc du coup, ces deux récompenses de confiance seraient obsolètes et on mettrait à la place les 2 fois la récompense de confiance du Veritas de vent pour faire 2 fois 50%, et là on aurait la stat maximale qu'Aileen peut atteindre à l'heure actuelle. Ensuite, Baltier, il a un katana de terre, donc pour faire des chaînes élémentaires avec les deux Aileen, sa propre récompense de confiance, la récompense de confiance d'Ayate, celle d'Amelia qui donne 30% d'attaque supplémentaire lorsqu'on est équipé d'une arme à feu, l'accessoire que l'on gagne sur Dark Ifrit et Dark Siren, le bracelet de Gavgarion, et en matéria, donc l'ambidextrie améliorée que donne Lorraine en récompense de confiance, qui offre 15% d'attaque supplémentaire suivant les équipements. Ça concerne les dagues, les épées, les grandes épées et les katanas. Donc là il a que 15% puisqu'il porte juste un katana. 2 fois Blade Mastery, la récompense de confiance de Shizuru, et une matéria qu'on pouvait récupérer en faisant un tirage à 5000 sur l'une des bannières de popularité qu'il y a en ce moment, l'équivalent de la récompense de confiance de Queen, 20% de HP, 30% d'attaque physique. Lunella, elle, on a bourré la défense magique à fond, hein. L'arme que l'on pouvait choper sur la bannière de Fina dans le Vortex, gratuitement, la récompense de confiance de l'un des derniers trial boss, qui donne une bonne grosse stat de défense magique là aussi. Ça c'était le torse que l'on gagne contre Dark Ifrit et Dark Siren. Un petit accessoire qui donne 15% de défense physique et magique, toujours bon à prendre. Également le 15% HP et immune paralysie. Et puis là on bourre les points de vie, la défense magique de 20%, et ça c'est une matéria que l'on récupère sur l'un des derniers trial boss aussi, qui donne 30% d'attaque et de défense magique. Voilà, après cette Aileen là qu'on ramène, eh bien... elle est quasiment à fond également niveau équipement. Ah oui, tiens, j'avais oublié. C'est vrai que cette armure-là, c'est mieux que l'armure d'Hunter Laswell. Ça donne 3 points d'attaque supplémentaire. C'est pas grand-chose, mais quand même, c'est pas à négliger. Et ouais, pareil, son équipement est quasi parfait. Voilà, les 2 récompenses de confiance du Veritas devant. En gros, il faudrait juste le chapeau de Prish, et puis c'est bon. Le perso est nickel. Allez, on va partir comme ça, et on va voir ce que ça va donner. Donc je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas prendre trop son temps sur ce combat. Donc on retrouve en fait les mêmes mécaniques que Garuda à l'origine dans Final Fantasy XIV Eurim Reborn. Dans ce combat-là, dans le MMO de Square Enix, il y avait des colonnes de pierre. Donc, sur la version raid, on avait juste la colonne de pierre au fond qui servait juste de décor, mais cette fois-ci, on a une colonne de pierre au premier plan qui est bel et bien une cible. En fait, il ne faut pas la taper, il faut au contraire la laisser survivre, parce que c'est ce qui va nous permettre de ne pas mourir lors de la grosse attaque que fera Garuda à environ 50% de ses points de vie. Et en gros,
plus le combat dure et plus Garuda va faire des AOE qui toucheront au passage cette colonne de pierre, quoi qu'il arrive, lui faisant perdre un certain pourcentage de ses points de vie, et plus la colonne de pierre perd des points de vie, plus l'attaque de Garuda à la moitié du combat sera puissante. Et si la colonne de pierre disparaît entièrement, eh bien Garuda fera une attaque qui one-shottera toute notre équipe. Alors on pourrait se dire, bah autant utiliser la limite burst de Riku, on fait auréole sur tout le monde et puis basta, on n'en parle plus, on arrive à survivre. Sauf que non, dans sa version la plus puissante de l'attaque de Garuda, avant de faire son gros coup qui va tuer tout le monde, elle fait un dispel de zone. Donc l'effet d'auréole disparaît, impossible de ressusciter derrière ça. Donc c'est le game over assuré, quoi qu'il arrive, hein, puisque je sais plus exactement le multiplicateur de dégâts qu'elle fait, mais c'est absolument intolérable. Bon, sinon, concernant Garuda, bah justement, c'est ça le problème avec une équipe free-to-play qui a pas forcément beaucoup de puissance de frappe, parce qu'elle a quand même 12 millions de points de vie, ce qui est nettement supérieur au précédent trial boss que l'on avait dans les différents events, donc... il faut tout de même les enlever, ces PV là. Et à côté de ça, elle a pas de résistance ou de faiblesse à des éléments en particulier. Par contre, une immunité à toutes les altérations d'état. Voilà. Et au niveau des breaks, on peut lui débuffer son attaque physique et magique, ainsi que sa défense magique. Par contre, on ne peut pas débuffer la défense physique. Allez. Donc, le debuff avec Warrior of Light. On va pousser la chansonnette avec Lunella. Donc qui booste de 90% toutes les stats et qui offre une régène de HP et de MP. Cette capacité avec Rem, donc qui mitige les dégâts de 40%, on va quasiment rien subir, hein, ça va être intolérable. Les Aileen vont bien évidemment faire Pile Driver à l'infini, et Baltier va aider un peu aux dégâts avec son coup de finisher, qui pourrait aussi faire assez mal, voilà. Donc les PV vont vite descendre, hein, de toute manière, avec cette configuration-là, et en plus, bah... on ne subit quasiment aucun dommage, on n'a même pas besoin de se soigner avec Rem, puisque la régénération que nous offre le champ de Lunella à chaque tour sera largement suffisant pour se remettre de la vie. Voilà, on peut constater au niveau des breaks, là j'ai fait un Armor Eraser, et il y a juste la défense magique qui a été diminuée sur Garuda. Ok, bon, on va faire les coups manuellement, hein, histoire de maximiser les dommages, si possible. Voilà, mais on va juste se contenter de faire repeat avec Rem, de toute façon, elle sert pas à grand chose. On peut s'amuser à bourrer tous les sorts que l'on veut, la régène de MP nous permettra de tenir quoi qu'il arrive. Vous voyez là, sur l'attaque que Garuda vient de faire, elle a mis, je crois, 25 000 ou 250 000, j'ai pas bien fait gaffe. Mais en tout cas, voilà, la colonne de pierre a perdu une certaine portion de sa vie. Et voilà, elle le fait assez régulièrement, donc au bout de, on va dire, une quinzaine ou une vingtaine de tours, il n'y a plus rien du tout en colonne de pierre, donc c'est la mort assurée, à la moitié du combat. Alors j'ai fait tout à l'heure un stream sur Twitch pour essayer de l'affronter en mode free-to-play. Eh bien j'ai dû me rendre à l'évidence, hein, même si j'avais réussi à constituer un groupe purement free-to-play qui résistait parfaitement bien à la première moitié de Garuda, hein, vraiment on subissait peu de dommages, on n'était jamais à court de MP, ça se passait très très bien. Il s'avérait que à côté de ça, ben, les dégâts, on lui faisait pas grand chose, et donc ben, on pouvait pas survivre, voilà, à cette attaque-là. Donc là, comme la colonne de pierre n'a quasiment pris aucun dommage, bien l'attaque de Garuda n'a fait quasiment rien, comme à l'origine dans Final Fantasy XIV, Eurim Reborn. Et maintenant, on va passer en phase 2, donc là, sur ce tour-ci, Garuda ne va rien faire, c'est au prochain tour qu'il va se passer autre chose. Donc pour l'instant, on va simplement se contenter de continuer à la bourrer. Au passage, Baltier a récupéré son contre 500% de dégâts physiques en ignorant la défense de 50%, ce qui fait toujours extrêmement plaisir. Voilà, la barre de vie qui fond, elle ne tiendra pas très très longtemps de toute façon, la pauvre Garuda. Et là, exactement comme dans le combat dans le MMORPG, elle invoque deux ZAD, Suparna et Shirada. Donc l'une lui redonne des points de vie à chaque tour, alors que l'autre lui booste sa stat, enfin toutes ses stats. Donc dans l'idée, il faut
dans un premier temps, tuer le plus rapidement possible chacun des deux ZAD avant de terminer Garuda. Là, étant donné sa vie et le groupe que l'on a, on peut d'abord buter le boss, c'est pas bien grave. Les deux ZAD ont chacun 4 millions de points de vie, donc là aussi, hein, ça tombe pas aussi facilement que ça. Après, on n'a plus la mécanique du pilier de pierre à protéger, donc on peut y aller à notre vitesse. Là, ça ne pose plus de problème. Ceci étant, tant que les ZAD, ou au moins celle qui buff, est présente, eh bien Garuda frappe nettement plus fort, donc il faut y faire attention. On va leur débuffer leur attaque à toutes. Et on va continuer à frapper fort avec nos attaquants physiques. Je vais arriver à sélectionner le bon sort, voilà. Voilà, normalement, au prochain tour, on devrait en avoir terminé. Donc là voilà, maintenant le buff est actif et Garuda récupère 250 000 points de vie à chaque tour. Donc, ce qui peut être un petit peu pénible, mais ça ne sera pas bien grave. Voilà, Baltier possède Odin en invocation, donc on peut mettre un Dispel. On redébuff avec Warrior of Light. Avec Rem, eh bien, bah, on va faire un double Kuraja, hein, vu que Garuda a frappé un poil plus fort ce tour-ci. Et les Aileen vont continuer à faire ce qu'elles savent faire de mieux, c'est-à-dire bourrer. Et il reste un pixel de vie au boss. Elle résiste un tour de plus. Ah, ce n'est pas bien grave. C'est pas comme s'il y avait réellement danger. On va répéter exactement la même opération. Voilà. Cette fois-ci, c'en est terminé de Garuda. Avant même que ces ZAD n'aient été battus. Et c'est une fin de tournage pour le boss. Mais les ZAD ne disparaissent pas pour autant. Lorsqu'on tue Garuda, il faut quand même s'en débarrasser. Mais bon, les ZAD sont nettement moins dangereux. Et d'ailleurs, on peut leur débuffer toutes leurs stats, défense physique compris. Donc, sur elle, on devrait faire bien plus mal. On va jeter notre dévolu sur celle du bas pour l'instant. Voilà, les 4 millions de dégâts qui sont largement atteints. Et donc la deuxième, qui va se recevoir exactement le même tarif. Voilà, donc ça, évidemment, avec un groupe pareil, c'est une véritable boucherie. Un no match. Donc, bien entendu, hein, tout le monde n'a pas une composition d'équipe comme celle-ci. Ça sera peut-être beaucoup plus dur pour d'autres personnes, en particulier ceux qui débutent sur le jeu. Cela va de soi, de toute manière, un combat un peu en mode trial que l'on a à chaque fois en deuxième partie d'Event, c'est pas quelque chose qui est à destination des nouveaux joueurs. Il faut quand même avoir un certain niveau, et je suis persuadé que même si vous n'avez pas autant de personnages forts, vous avez au moins suffisamment de persos en stock, et même des amis puissants qui vous permettront peut-être de passer ce combat. En fait voilà, c'est ça qui m'embête, c'est que quand je veux faire un combat en mode purement free-to-play, j'aime bien y aller seulement avec 5 personnages qui m'appartiennent, ne pas prendre d'alliés, parce que si c'est pour compléter l'équipe avec un 6ème allié beaucoup plus pété que tout le reste de mes personnages que j'embarque, eh bien je trouve que la victoire ne m'appartient pas réellement, et c'est un petit peu dommage. Donc là, de voir que je n'arrivais pas, avec 5 persos ayant une puissance de frappe pas très élevée, en mode free-to-play, à passer la moitié du boss, bah, je me suis dit, tant pis, allez, autant se faire plaisir pour une fois. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Donc cette fois, on va changer d'équipe et on va passer sur une team magique. Donc pour cela, eh bien, après 2 Aileen, on va se faire plaisir avec 2 Sakura saison 2. Et Baltier va céder sa place à un autre personnage, donc pour le coup beaucoup moins puissant, mais qui sera bien utile dans notre composition. Il s'agit de Seven, pour débuffer la résistance à la foudre.
Voilà, alors très rapidement, les Sakura. Donc la mienne possède ambidextrie, le Road Mastery que l'on récupère sur l'Ultros et Chupon, donc 50% d'attaque magique supplémentaire lorsqu'on est équipé d'un bâton de mage, la récompense de confiance de Shantoto, 30% d'attaque magique, la Materia que l'on pouvait récupérer gratuitement, enfin, pas gratuitement, quand on faisait un tirage à 5000 sur une bannière spéciale à la fin de l'année dernière qui donnait en bonus, voilà, cette matéria plus 30% d'attaque physique et magique, donc non, c'est pas gratuit, mais vous m'avez compris, c'est pas une récompense de confiance d'un personnage rare, même si c'est exactement la récompense de confiance de Maxwell, mais pour le coup c'est pas celle de Maxwell. Et ensuite, bon bah le bâton que l'on récupère quand on bat la Bloody Moon, donc 92 d'attaque physique, 120 d'attaque magique, c'est monstrueux. La masse d'armes que l'on récupère sur le dernier trial boss à 10, d'ailleurs je rappelle, hein, il n'y a pas le combat contre le trial boss sur la chaîne YouTube, par contre si vous voulez le voir, là aussi, direction ma chaîne Twitch, dans la liste des VOD, j'ai fait une sauvegarde d'un combat contre ce trial boss, donc si ça vous intéresse. Après, voilà, les combats contre des boss qui restent indéfiniment, pardon, j'ai pas forcément envie de les montrer pour éviter de trop spoiler les personnes lorsqu'elles pourront découvrir par elles-mêmes les affrontements. Bref, ensuite donc oui je disais cette masse, 110 d'attaque physique, 98 d'attaque magique, c'est génial, la récompense de confiance de Team, la récompense de confiance de Victoria, la récompense de confiance de Vadni, 30% d'attaque et de défense magique, la récompense de confiance de Noctis qui donne sur la version japonaise en plus 30% d'attaque physique et magique, c'est génial. La Sakura du copain, eh bien, elle aussi en ambidextrie, sauf qu'elle a la récompense de confiance d'Arc, la récompense de confiance de Roy, qui est le meilleur chapeau de mage à l'heure actuelle, le torse que l'on récupère sur Dark Ifrit et Dark Sirène, le gantelet Genji, donc pour l'ambidextrie, la récompense de confiance de Noctis, la récompense de Majin Fina. Ensuite on a le Road Mastery, ça c'est... alors je sais plus quelle récompense, je crois que c'est celle d'un personnage gratuit, je sais plus exactement laquelle c'est, mais bon, ça donne de l'attaque magique encore, et celle de Shantoto, bref, on a deux Sakura assez similaires. Donc on est reparti. Alors là, le combat va être légèrement différent au niveau du rythme, hein, si avec le groupe physique on faisait très mal dès le début, là les premiers tours vont être peut-être un peu moins impressionnants en termes de dégâts, mais vous allez voir qu'au final, eh bien on s'y retrouve largement. Donc on va faire quand même la même chose que précédemment avec les personnages qui n'ont pas bougé de l'équipe, c'est-à-dire le champ, la mitigation de dégâts et le debuff. Donc on amène Seven juste pour son Elemental Wipe en enchantement, qui diminue de 70% la résistance à la foudre, ce qui tombe plutôt bien, puisque l'attaque la plus puissante de Sakura, c'est une attaque de foudre, et en plus ça évite d'avoir à lancer une autre attaque avec Sakura pour diminuer avec elle-même la résistance à la foudre de 50%. Comme ça on gagne du temps. D'ailleurs au passage... soyez rassurés, pour ceux qui font le combat, le rocher est immunisé aux attaques magiques. Donc tous vos mages qui font forcément des sorts en AOE, ça n'affectera pas le caillou que vous devrez protéger. Par contre, attention aux attaques physiques en AOE, ça, là, le rocher se fait détruire. Ok. Et donc avec Sakura, on va dual skill son sort de foudre, dont la puissance augmente à chaque nouvelle utilisation, stackable 9 fois pour des dégâts monstrueux. Au bout d'un moment, là par contre on fait pas de grosses chaînes, juste un seul et unique hit, donc là, voilà, on fait pas encore très mal. Sauf que, bah déjà on a le debuff de 70% de résistance à la foudre. Bon, tout à l'heure avec Aileen c'était 75% de résistance à la terre en moins, hein, donc on est à peu près sur la même échelle. Mais, comme j'avais dit, on peut lui débuffer sa défense magique à Garuda. Et là, c'est pas tout à fait la même, hein, puisqu'on va pouvoir produire encore plus de dommages
avec cette team magique. Donc encore une fois, ça va prendre quelques tours. Et vous allez pouvoir constater au fur et à mesure la violence du truc. Bon, là déjà, il y a une portion de barre de vie qui a davantage sauté. Comme tout à l'heure, hein, on subit quasiment pas de dommages, hein, même le fait d'emmener des attaquantes magiques avec nous, ça ne change absolument rien. Elles ne prennent quasiment que dalle. Voilà. Et donc au prochain tour, on devrait passer en deuxième phase. Donc là aussi, le rocher n'a quasiment rien pris. Voilà, il a même pas subi ne serait-ce qu'une seule attaque de Garuda. Bon, alors ça peut être un petit peu aléatoire, mais bon, globalement, au bout d'un certain nombre de tours, quoi qu'il arrive, c'est cuit. Hein. On ne peut pas réessayer le combat plein de fois en espérant qu'à un moment, Garuda soit sympa avec nous et ne touche pas au rocher. Non, ça n'arrive pas. Hein. En tout cas, sur tous les essais que j'ai fait, Garuda, elle finissait par le taper, ce foutu caillou. Voilà, donc là on ne fait pas de dommages puisque on est obligé de subir la phase de milieu d'affrontement. Ok. Ah, j'adore cette musique. Le thème de Garuda, hein, directement repris de FF14 de Rim Reborn, qui est toujours aussi cool à l'écoute. Voilà. Et donc, à force de builder la puissance de notre sort de foudre avec les chers Sakura, eh bien là, on va commencer à frapper très très fort. Attention, la barre de vie. Voilà. Elle est quasi morte. Ce qui fait que, donc, elle va invoquer ces deux ZAD, hein, Suparna et Shirada, mais vu le petit pixel de vie qui lui reste, eh bien, vous pouvez vous en douter, elle n'aura même pas le temps ce coup-ci de faire de se booster ses stats, contrairement au try précédent. Là, bah, elle va décéder immédiatement. Donc finalement, dans cette configuration, avec des magiciens, on a une première phase qui est un poil plus lente qu'avec les attaquants physiques, mais la deuxième phase qui, elle, est beaucoup plus rapide. Voilà, et là, on va débuffer les ZAD, et ça va être extrêmement violent. D'ailleurs, je me demande si une seule Sakura ne suffit pas à buter un AD. Vu les stacks qu'elles ont. On va vérifier ça. Ah, il reste un pixel de vie. C'est rageant. Ah, attendez. Celle-ci. Ah, elle, comme elle avait légèrement plus de stats que ma Sakura, elle a réussi à achever son adversaire. Eh bien, ce n'est pas grave. On va peut-être réussir à en terminer avec Rem. Voilà, c'est bon. Donc un tour pour les deux. Voilà donc pour ce combat contre Garuda. Bon, encore une fois, avec des groupes comme ça, il n'y a pas vraiment de match, mais c'était quand même drôle. Ça vous permet de voir un peu les deux méta, côté physique et côté magique. À vous de voir laquelle vous intéresse le plus. Dans tous les cas, les deux fonctionnent, et c'est le principal. Bon, eh bien, c'est tout en tout cas pour l'event Final Fantasy XIV, hein, rien de plus ne sera rajouté d'ici la fin de l'event. Prochain rendez-vous le mardi 30 mai pour le prochain dev stream concernant la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. On devrait avoir des renseignements sur la prochaine bannière qui je pense sera assez fat.
Et puis les nouveautés, la version 2.9 avec peut-être un nouveau niveau de difficulté pour le Colisée, de nouvelles zones d'exploration, ils en avaient déjà parlé dans les précédents dev streams, est-ce qu'on aura davantage de précision à ce sujet? Bref, on verra bien ça dans quelques jours. En attendant, je vous fais des bisous moustachus et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Bravecvius.